This is CNN Breaking News. And we're following the breaking news. President Trump saying he is now doubling the tariffs on Canadian aluminum and steel as markets reel for a second day in a row. The Dow Jones down now. Take a look at this. You see the Dow is way down, getting close to 600 points now, 622 points down right now, 622. It's all fueled by the enormous uncertainty over the president's trade war. Joining us now, CNN White House reporter Elena Treen. Elena. Certains signes de rupture institutionnelle n'apparaissent pas de manière spectaculaire. Ils se manifestent plutôt par le fait que les anciennes règles ne produisent plus les mêmes effets. Le 11 janvier 2026, le gouvernement de la province de l'Ontario a officiellement notifié au département américain de l'énergie qu'une nouvelle taxe de 25% serait appliquée à toute l'électricité exportée vers le territoire américain. Cette annonce, enregistrée comme un ajustement tarifaire de routine, a été suivie d'une conférence de presse du Premier ministre provincial Doug Ford, au cours de laquelle la mesure a été présentée comme une réponse proportionnée aux pratiques commerciales hostiles du gouvernement américain actuel. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Les analystes énergétiques de Washington, Boston et Chicago ont commencé à revoir d'urgence leur carte de dépendance électrique, tandis que les secteurs de l'industrie lourde ont émis des alertes discrètes sur les risques de surcharge aux heures de pointe. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les réseaux énergétiques régionaux, les consortiums industriels et les associations hospitalières. Il ne s'agissait pas d'une crise annoncée à grand renfort de publicité. L'interdépendance électrique entre le Canada et les États-Unis n'est pas nouvelle. Elle s'est construite au fil des décennies, grâce à des accords binationaux qui ont permis, entre autres, aux centrales hydroélectriques canadiennes d'alimenter directement des dizaines de villes du nord-est des États-Unis. Des États comme New York, le Vermont, le Michigan et l'Illinois reçoivent une part importante de leur énergie de source canadienne, souvent à des moments stratégiques pour la stabilité du réseau. Le geste de l'Ontario, bien que limité à un tarif spécifique, a donc été interprété au sein du système comme une rupture avec la norme. Pour la première fois depuis les années 1980, une province canadienne utilisait ouvertement sa position de fournisseur d'énergie pour faire pression sur un partenaire commercial. Et cela s'est produit dans un contexte plus large de détérioration des relations diplomatiques. En décembre 2025, le gouvernement Trump avait augmenté de 50% les droits d'importation sur les voitures électriques fabriquées en dehors des États-Unis. Cette mesure affectait directement la chaîne de production binationale qui relie les usines canadiennes et les constructeurs automobiles américains, en particulier dans les secteurs des composants de précision, des capteurs et des modules de batterie. La justification officielle était la protection de l'emploi national et le renforcement de l'industrie automobile nationale. Mais pour le Canada, cette mesure a été perçue comme un affront direct, non seulement en raison des pertes économiques immédiates, mais aussi parce qu'elle envoyait un signal politique indiquant que Washington ne reconnaissait plus la symétrie stratégique entre les deux pays. La réponse, initialement limitée à des notes diplomatiques et à des réunions techniques, a commencé à être rendue publique avec le mouvement de l'Ontario dans le secteur électrique. L'escalade ne s'est toutefois pas arrêtée là. Le jour même de l'annonce des droits de douane, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a accordé une interview aux côtés de représentants des secteurs agricoles et énergétiques, dans laquelle il a déclaré que le pays ne serait pas traité comme une extension territoriale de la politique industrielle américaine. Le ton était modéré, mais le message était sans équivoque. M. Carney a présenté un calendrier de révision des incitations fiscales accordées aux produits américains et a mentionné l'intention d'accélérer les accords bilatéraux avec les partenaires européens et asiatiques. La presse internationale a alors considéré ce geste comme le début d'une nouvelle phase dans les relations entre le Canada et les États-Unis, moins fondée sur la loyauté historique et davantage orientée vers des intérêts stratégiques autonomes. Des sources diplomatiques à Bruxelles et à Tokyo ont confirmé que les négociations portant sur les produits agricoles, les semi-conducteurs et les véhicules électriques d'origine canadienne étaient prioritaires afin de contourner l'instabilité tarifaire provenant de Washington. Pendant ce temps, aux États-Unis, les répercussions ont commencé à s'intensifier dans les coulisses institutionnelles. Le département du commerce a demandé des rapports internes sur la faisabilité de réorienter l'approvisionnement énergétique dans les États critiques, mais s'est heurté à des obstacles logistiques et juridiques. La Commission fédérale de régulation de l'énergie a indiqué que le remplacement partiel de l'électricité canadienne nécessiterait non seulement du temps,
mais aussi une profonde restructuration des réseaux de transport, dont certains sont interconnectés depuis plus de 30 ans. Parallèlement, les maires et les gouverneurs des États frontaliers ont mis en garde contre les risques de déstabilisation économique dans les régions qui dépendent de l'intégration productive avec le Canada, en particulier dans les domaines des pièces automobiles, des engrais et des produits alimentaires transformés. Les réactions politiques ont également commencé à diverger. Alors que les dirigeants alignés sur le président ont défendu cette mesure comme un repositionnement souverain de la politique commerciale américaine, les sénateurs républicains élus dans les États industriels ont commencé à demander des sessions d'urgence pour discuter des impacts régionaux des représailles canadiennes. Dans une lettre adressée au Congrès, la Chambre de commerce du Midwest a averti que les droits de douane avaient déjà entraîné des annulations de contrats et des augmentations de coûts supérieures à 15% dans certaines chaînes d'approvisionnement. Les entreprises de taille moyenne du secteur agricole, en particulier, ont indiqué que le cycle de plantation de 2026 pourrait être compromis par l'incertitude entourant la distribution et la taxation des exportations vers le Canada. Ces fractures internes, encore naissantes, soulignent un dilemme stratégique plus large. Les États-Unis peuvent-ils maintenir une politique commerciale conflictuelle sans mécanisme diplomatique d'absorption ? Derrière la dispute sur les tarifs douaniers et les communiqués, il y a un signe de réorganisation institutionnelle. Le Canada n'a pas seulement répondu à un geste hostile, il a lancé une série de mesures coordonnées impliquant les provinces, les entreprises et les ministères, qui repositionnent le pays comme un acteur autonome au sein du système nord-américain. L'utilisation de l'énergie comme moyen de pression, ce que le Canada a toujours évité par le passé, indique que le gouvernement Carney est prêt à tester les limites de l'interdépendance, non seulement pour répondre, mais aussi pour redéfinir sa logique. Et si l'électricité a été le premier vecteur visible de ce repositionnement, les prochains chapitres s'orientent déjà vers d'autres secteurs. C'est dans ce contexte que l'attention portée à chaque nouvelle mesure devient décisive, car ce qui est en cours n'est pas seulement un différend commercial, mais une tentative de révision structurelle de la relation entre deux pays fondateurs de l'ordre continental actuel. Suivre attentivement l'évolution de ces tensions peut aider à comprendre comment les systèmes institutionnels réagissent à des changements à long terme qui, à première vue, ne semblent être que des variations techniques. C'est pourquoi des analyses continues et contextualisées sont essentielles pour ceux qui souhaitent comprendre les tournants qui façonnent le cours des décisions internationales. C'est dans ce contexte que le rôle des provinces canadiennes occupe désormais le devant de la scène. Contrairement à d'autres modèles fédéraux, le système constitutionnel canadien garantit aux provinces un contrôle direct sur leurs ressources naturelles et une partie substantielle de leur infrastructure énergétique. Cela signifie que l'Ontario, en annonçant unilatéralement la surtaxe sur l'énergie, n'a pas outrepassé ses compétences légales. La Constitution de 1982, renforcée par la jurisprudence consolidée de la Cour suprême du Canada, légitime ce type de mesure lorsqu'elle est liée à la gestion des biens publics relevant de la compétence provinciale. Ce détail juridique, peu remarqué dans les analyses initiales, a des implications importantes. La Maison-Blanche ne peut pas simplement recourir aux voies diplomatiques fédérales pour contester cette décision. Au contraire, elle devra composer avec un réseau institutionnel décentralisé dans lequel chaque province dispose d'une relative autonomie pour décider de sa politique tarifaire à l'exportation, à condition qu'elle ne viole pas les traités internationaux, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été le cas. À partir de là, d'autres provinces ont commencé à signaler des mouvements similaires. Le Manitoba, responsable d'une part importante de l'énergie hydroélectrique envoyée à l'État du Minnesota, a entamé des consultations internes afin de revoir ses contrats d'exportation. Le Québec, historiquement plus réservé dans sa politique étrangère, a convoqué une table ronde technique afin d'évaluer les impacts à long terme d'une éventuelle restructuration tarifaire dans le secteur agroalimentaire. L'émergence d'une logique fédérative active et articulée indique que le mouvement lancé par l'Ontario n'était pas un geste isolé. Il s'agit d'une convergence systémique entre des entités infranationales qui, en l'absence de canaux bilatéraux efficaces, ont commencé à occuper des espaces auparavant réservés à la diplomatie centralisée. Cette convergence aide à comprendre la position du cabinet du Premier ministre Carney. Depuis son entrée en fonction en 2024, Carney s'est attaché à construire une doctrine étrangère reposant sur 3 piliers: la diversification des partenaires, l'autonomie des infrastructures et la réponse asymétrique aux actions unilatérales. Dans ses discours prononcés au Parlement canadien, le Premier ministre a insisté sur l'idée que le XXIe siècle exigera des pays moyens
dotés d'une réflexion stratégique, et non pas seulement des alliances automatiques avec les superpuissances. Ce raisonnement s'est traduit par des projets à moyen et long terme qui, à première vue, semblaient n'être que des plans de modernisation logistique, mais qui, à la lumière de l'escalade actuelle, révèlent leur fonction de rééquilibrage géopolitique. Le projet Trans Mountain, par exemple, qui augmente la capacité de transport du pétrole vers les ports du Pacifique, élimine le goulot d'étranglement logistique de Houston et crée de nouvelles routes directes vers l'Asie. Le projet Aurora, axé sur la liquéfaction et l'exportation de gaz naturel vers le Japon et la Corée du Sud, consolide la présence canadienne sur les marchés à forte valeur ajoutée, sans dépendre des corridors américains. Cette architecture de dissociation a commencé bien avant l'escalade tarifaire de Trump, mais elle a été accélérée par celle-ci. Des rapports de la Banque du Canada et du Conseil du commerce extérieur montrent que, depuis 2021, la part des exportations canadiennes destinées exclusivement aux États-Unis a progressivement diminué, passant de 75% à un peu plus de 62% en 4 ans. Cette donnée, bien qu'elle n'ait pas fait grand bruit à l'époque, indiquait déjà que les flux commerciaux étaient en train de se réorganiser. Ce que révèlent les mesures les plus récentes, c'est que cette réorganisation n'est pas seulement commerciale, elle est institutionnelle. L'État canadien est en train de redessiner, avec un soutien juridique et une stratégie diplomatique, la carte de ses alliances. Aux États-Unis, l'effet cumulé de ces actions commence à mettre sous pression des structures auparavant considérées comme solides. Les gouverneurs d'États industriels, tels que le Michigan et la Pennsylvanie, ont commencé à faire pression sur le ministère du Commerce pour obtenir des exceptions tarifaires régionales. L'argument central est qu'une grande partie des chaînes de production automobile et agricole dépend de flux continus avec les fournisseurs canadiens, et que leur interruption compromettrait l'emploi, les recettes fiscales et la sécurité alimentaire. La pression a eu un effet initial. La Commission du commerce international a lancé une cartographie d'urgence des chaînes de dépendance et de leurs points critiques. Mais le diagnostic interne révèle un problème plus grave. En donnant la priorité à des mesures globales et centralisées, le gouvernement fédéral a perdu la capacité de calibrer les impacts régionaux et s'est ainsi éloigné des réalités locales. Cette déconnexion institutionnelle commence également à affecter le Congrès. Les audiences publiques, convoquées par les commissions du commerce et de l'énergie, révèlent des divergences entre les législateurs d'un même parti sur la manière de répondre à la position canadienne. Certains préconisent une annulation partielle des droits de douane pour certains secteurs, tandis que d'autres insistent pour maintenir la politique de confrontation afin de réaffirmer la souveraineté commerciale américaine. Au cœur de cette impasse se trouve un constat dérangeant. Les instruments traditionnels de pression tarifaire ne produisent non plus l'effet escompté. Pire encore, ils encouragent une coordination sans précédent entre des partenaires auparavant considérés comme prévisibles. À ce scénario s'ajoute la coordination internationale croissante du Canada. Au cours des derniers mois, des représentants du gouvernement Carney ont signé des protocoles d'accord avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, axés sur la coopération énergétique et technologique. Dans le Pacifique, des accords avancés avec le Japon et la Corée du Sud renforcent le pari sur un réseau alternatif d'interdépendance, ancré dans une infrastructure propre et des contrats à moyen terme. Le point commun entre tous ces accords est la clause de non-subordination. Tous stipulent explicitement que les parties conserveront leur autonomie tarifaire et réglementaire face aux pressions extérieures. Il s'agit d'une clause aux implications juridiques et diplomatiques importantes. Elle indique que le Canada est passé du statut d'acteur secondaire à celui de concepteur d'un nouveau modèle de relations entre pays de taille moyenne, dans un contexte multipolaire. Dans le même temps, sur le plan interne, le discours politique américain est confronté à ses propres faiblesses. L'insistance sur la rhétorique selon laquelle aucune nation ne profite davantage de notre générosité commence à rencontrer une résistance dans les secteurs des entreprises et des syndicats. Les dirigeants industriels avertissent que le manque de prévisibilité érode les marges opérationnelles. Les représentants du secteur agricole, en particulier dans les États de la ceinture de maïs, indiquent que des marchés alternatifs sont perdus, au profit de pays comme le Brésil et l'Australie. Les rapports du ministère de l'Agriculture indiquent qu'au cours des 2 derniers trimestres, les exportations de céréales vers le Canada ont chuté de près de 20%, tandis que les importations de produits agricoles canadiens ont augmenté de plus de 30%. Cette asymétrie révèle une fragilité structurelle. Les États-Unis, même s'ils sont une puissance agricole, restent dépendants d'intrants étrangers dont l'offre peut être manipulée pour des raisons politiques.
C'est l'un des points les plus délicats de la situation actuelle. Les tensions commerciales ne sont plus seulement un affrontement de discours, elles ont désormais des effets institutionnels tangibles. Les agences de régulation sont soumises à des pressions pour modifier leurs directives. Les gouverneurs exigent l'autonomie pour renégocier les contrats. Les parlementaires commencent à revoir leur position face aux lobbies régionaux. Et au cœur de cette réorganisation se trouve l'affaiblissement progressif de la capacité du gouvernement fédéral à imposer un modèle unique de relations avec ses partenaires. Le Canada, conscient de cette fracture, a choisi d'agir de manière méthodique, profitant de chaque instabilité pour faire avancer un élément stratégique. C'est pourquoi il convient d'être particulièrement attentif aux prochaines étapes. Ce qui est contesté, ce n'est pas seulement un tarif, c'est le modèle même de la centralité américaine dans les chaînes de production et les décisions réglementaires continentales. L'analyse continue des développements de cette tension aide à comprendre comment des décisions apparemment techniques se transforment en catalyseurs de transformation institutionnelle plus larges. C'est pourquoi des analyses cohérentes et intégrées sont essentielles pour suivre un scénario où chaque mouvement repositionne l'équilibre entre interdépendance et autonomie. Il existe des avis divergents quant à la signification du mouvement en cours. Pour un groupe de diplomates américains, plus alignés sur les positions du département d'État, les mesures récemment adoptées par le Canada représentent un éloignement géoéconomique progressif, conçu comme un instrument de négociation et encore susceptible d'être inversé. Selon cette interprétation, l'objectif principal serait d'accroître la capacité de négociation face aux pressions tarifaires exercées par Washington, sans rompre définitivement les liens structurels entre les deux pays. Le pari est que, avec l'apaisement des tensions et la réactivation des canaux techniques de dialogue, il sera possible de rétablir un certain degré de coordination bilatérale. Dans cette optique, les initiatives canadiennes seraient stratégiques, mais provisoires. À l'opposé, une analyse plus répandue dans les universités, les cabinets de conseil spécialisés et les milieux diplomatiques européens soutient une lecture plus approfondie. Le Canada mènerait consciemment un repositionnement international à long terme dans lequel l'éloignement des États-Unis fait partie intégrante de la stratégie et n'est pas le fruit du hasard. La divergence porte sur la nature de ces décisions. Doivent-elles être comprises comme des réponses ponctuelles à un contexte spécifique de tension ou comme les signes d'un changement structurel dans l'orientation de la politique étrangère canadienne? La formalisation de nouveaux accords avec des pays européens et asiatiques, l'accélération des projets d'infrastructures énergétiques autonomes et le renforcement des mécanismes provinciaux indépendants pour la définition des tarifs renforcent la seconde interprétation. À cela s'ajoute le discours adopté par des dirigeants, tels que Mark Carney et Doug Ford, qui évitent délibérément tout langage conciliant, ce qui est inhabituel dans la tradition canadienne de prudence institutionnelle. Carney, en particulier, a mis l'accent sur l'idée de souveraineté fonctionnelle, un concept récurrent dans ses déclarations publiques qui souligne un changement conceptuel. Plutôt que de réagir aux pressions extérieures, il s'agit d'assurer la capacité décisionnelle sans dépendre indirectement des partenaires historiques. D'un point de vue juridique, ce scénario crée un précédent important. Si d'autres provinces canadiennes adoptent des modèles similaires à celui mis en œuvre par l'Ontario, et si les traités bilatéraux ne sont pas mis à jour en temps utile, les États-Unis pourraient être confrontés à plusieurs niveaux d'asymétrie réglementaire simultanée, touchant des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, les intrants industriels et les composants électroniques. Le risque ne se limite pas à une augmentation des coûts. Il implique également une perte de stabilité systémique. En l'absence d'un mécanisme multilatéral solide capable d'arbitrer les différends entre les entités infranationales dotées d'une autonomie réglementaire, comme c'est le cas au Canada, les conflits ont tendance à être résolus, dans la pratique, par la réorganisation des flux commerciaux, plutôt que par des décisions juridiques formelles. Cela réduit la prévisibilité et augmente le coût institutionnel de chaque nouvelle initiative. Parallèlement, la réponse des États-Unis à cette reconfiguration reste marquée par l'ambiguïté. D'une part, l'administration Trump a intensifié sa rhétorique nationaliste et élargi les mesures commerciales justifiées par des arguments de sécurité économique. D'autre part, des secteurs importants du système politique et du monde des affaires expriment une inquiétude croissante quant aux effets de cette approche. Les analystes liés au Center for Strategic and International Studies soutiennent que l'adoption récurrente de mesures unilatérales, sans ouverture cohérente de canaux de négociation, tend à saper l'autorité normative même des États-Unis.
Cette évaluation part du principe que l'influence internationale ne repose pas uniquement sur la capacité à imposer des décisions, mais aussi sur la capacité à maintenir des alliés proches dans un environnement prévisible. En perdant cet environnement, Washington cesse d'agir comme un pôle de convergence et est désormais perçu comme une source de friction, une transformation silencieuse, mais structurelle. Cette interprétation trouve également un écho parmi les anciens membres du corps diplomatique américain. Dans une déclaration récente, un ancien ambassadeur à Ottawa a affirmé que les États-Unis avaient sous-estimé la profondeur du mécontentement canadien et que les mesures actuelles reflétaient une accumulation prolongée de frustrations liées aux subventions agricoles, aux accords de défense et aux transferts de technologie. Cette lecture suggère que le Canada ne réagit pas seulement aux tarifs de 2025 et 2026, mais à un historique d'asymétrie qui n'ont jamais été pleinement corrigés. Ce qui se profile donc, c'est un conflit de légitimité, et pas seulement un conflit d'avantages commerciaux. Cela confère à la crise une profondeur supplémentaire, car le rétablissement de la confiance exigera plus que des ajustements ponctuels des tarifs ou des traités. Pendant ce temps, la transition du Canada vers une économie moins dépendante du marché américain se poursuit de manière constante. La mise en service de nouveaux terminaux de gaz naturel sur la côte pacifique, l'extension des chemins de fer stratégiques pour l'intégration interne et les investissements dans les technologies vertes destinées à l'exportation renforcent l'impression que le pays se prépare à un scénario où l'Amérique occuperait une place moins centrale. À long terme, ce mouvement pourrait avoir des effets démonstratifs. Si le Canada parvient à se consolider en tant que pôle énergétique et technologique tourné vers l'Europe et l'Asie, d'autres économies moyennes, telles que l'Australie, la Norvège ou la Corée du Sud, pourraient s'y en suivre des voies similaires, réduisant ainsi le rôle des États-Unis en tant qu'axe indispensable d'intermédiation économique. Il n'y a pas encore de consensus sur le point d'inflexion de ce processus. Certains analystes estiment qu'une révision partielle de la politique tarifaire de Washington, accompagnée de garanties minimales de prévisibilité, pourrait permettre la reprise d'un certain niveau de coordination. D'autres estiment que le temps politique est révolu et que les canaux de confiance bilatérale ont subi des dommages difficiles à réparer. Le scénario reste ouvert. Cependant, même parmi les plus optimistes, il est reconnu que la relation ne peut être rétablie, selon les anciens modèles. Une nouvelle architecture juridique, un vocabulaire diplomatique distinct et une compréhension plus réaliste des limites d'influence de chaque partie seront nécessaires. Dans ce contexte, on observe une multiplication des litiges. Les petites et moyennes entreprises américaines font état de difficultés croissantes pour maintenir leurs contrats avec leurs partenaires canadiens. Le secteur agricole signale une augmentation continue des coûts d'exploitation. Les entreprises technologiques se mettent à rechercher d'autres fournisseurs face au risque de mesures similaires dans le domaine électronique. Du côté canadien, les associations industrielles indiquent que la diversification des marchés commence à générer des opportunités concrètes, avec la signature de contrats avec des partenaires européens et asiatiques qui occupaient auparavant des positions marginales dans le commerce du pays. Les trajectoires s'éloignent clairement l'une de l'autre. Alors que les États-Unis tentent de préserver leur influence par la pression, le Canada investit dans la consolidation de son autonomie par le biais de réseaux alternatifs. L'issue de cette dynamique est encore en cours d'élaboration. Les impacts institutionnels, commerciaux et diplomatiques dépendront non seulement des décisions formelles, mais aussi de la capacité d'adaptation des systèmes politiques concernés. En fin de compte, ce qui est très mis à l'épreuve, c'est la portée effective de l'interdépendance et les limites de l'autonomie, dans un contexte où les alliances traditionnelles ne garantissent pas plus la stabilité. La réponse ne viendra pas d'une seule rencontre ou d'un geste isolé, mais de la somme de décisions graduelles, qui accumulées au fil du temps, définiront un nouvel équilibre entre les deux pays. Il reste essentiel de suivre cette évolution avec méthode et attention. C'est pourquoi des analyses indépendantes, contextualisées et rigoureuses restent fondamentales pour comprendre comment les décisions institutionnelles, prises de manière progressive, façonnent la refonte des relations internationales.